Pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir pourquoi l'Afrique, qui possède les sols les plus riches de la planète, abrite-t-elle des populations considérées comme les plus pauvres? Pourquoi nos étudiants pourtant si brillants et diplômés en économie ou en gestion peinent-ils à transformer nos réalités locales? Est-ce vraiment un problème de compétences ou bien il existe un problème beaucoup plus profond dès la base? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est parce que tout comme moi, vous êtes en quête de vérité et vous refusez de vous contenter des réponses toutes faites qui vous a été données. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse qui, à mon avis, influence nos comportements au quotidien. Cette analyse va aussi quelque part nous aider à comprendre pourquoi notre développement personnel ou économique en Afrique ne fonctionnera jamais tant qu'on n'aura pas résolu notre plus grand problème, qui est la déconnexion de nos racines. Pour mieux orienter cette réflexion, nous allons répondre à 3 questions qui pour moi sont très importantes. Comment est-on passé d'une gestion sacrée de nos ressources à une économie de dépendance? Pourquoi l'intelligence africaine a-t-elle été effacée des manuels scolaires ou alors n'existe dans aucun manuel scolaire? Et enfin, pourquoi nos langues ont-elles été classées au rang de dialectes et par la même occasion bannies de nos écoles? Installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau et apprenons une partie de notre histoire. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la façon dont nos ancêtres géraient les ressources et de l'intelligence qui était la leur pour préserver et gérer les cultures et les récoltes. Avant l'arrivée du système colonial, la notion de propriété privée absolue, telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'existait pas. La terre, l'eau, les forêts et les mines étaient des biens communs et ils étaient mis à la disposition de tous. Toutes ces choses étaient considérées comme sacrées et chaque membre de la communauté en faisait usage quand il en avait besoin et était par la même occasion responsable de son entretien. Le gaspillage et le pillage n'existaient presque pas. Ces ressources étaient sacrées. Elles étaient léguées de génération en génération. Personne ne possédait la terre, chacun en était le gardien responsable. La gestion des ressources obéissait à une logique de subsistance, de prévoyance, comme par exemple la mise de côté des semences, et le respect de l'écosystème. Les choses ont déraillé et totalement changé après la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. À Berlin, des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique se sont assis autour d'une table avec une carte et une règle et ils ont tracé les frontières artificielles que vous connaissez aujourd'hui et instauré un concept juridique redoutable, le principe des terres vacantes et sans maître. Du jour au lendemain, la gestion coutumière de nos parents a été déclarée illégale. Nos forêts sacrées, les terres agricoles, l'or, le cuivre et tout ce que vous connaissez sont devenus la propriété exclusive des puissances coloniales. C'est ainsi qu'est née l'économie de traite. Le but de l'Afrique n'était plus de nourrir ses enfants ou d'épargner pour son avenir, mais l'Afrique était devenue le réservoir de matières premières brutes destinées à faire tourner les usines européennes. C'est ainsi que pendant des siècles, nos ressources ont été pillées, nos écosystèmes détruits et la gestion coutumière de nos ancêtres a été bannie. C'est pourquoi, aujourd'hui encore même après la colonisation, l'Afrique reste structurellement dépendante de l'extérieur. Dans son ouvrage magistral Les damnés de la terre, le grand penseur Frantz Fanon explique de façon plus détaillée comment le colonialisme ne s'est pas contenté d'exploiter les corps, mais aussi comment il a restructuré l'économie locale pour la rendre structurellement dépendante de l'extérieur, en nous éloignant de la gestion d'avant-colonisation, en nous rendant amnésiques en quelque sorte. Et ce n'est pas tout. Pour ancrer encore de façon plus profonde cette amnésie, vu que nos ancêtres, bien évidemment, n'allaient pas rester les bras croisés face à une telle violence, ils ont trouvé une stratégie pour faire en sorte que les populations dominées n'essayent pas de reconstruire leur propre modèle financier et économique, comme la tontine ou le capitalisme agraire, etc. La stratégie qu'ils ont adaptée, c'est l'école. L'école coloniale avait un objectif très précis: former des exécutants dociles, des commis d'administration, des traducteurs et bien d'autres. Le but ici était de faire un lavage des cerveaux afin que personne ne se souvienne de qui il est et d'où il vient.
Il fallait leur apprendre à lire et à compter en d'autres langues pour servir le système colonial, mais surtout pas de réfléchir à leur propre souveraineté. Pour y parvenir, il a fallu opérer ce qu'on appelle une tabula rasa, c'est-à-dire effacer l'histoire de l'élève africain pour la remplacer par celle du colonisateur. La preuve aujourd'hui encore, dans nos manuels scolaires, c'est la guerre froide, les traités de Berlin, etc. qui sont enseignés dans nos écoles. Il n'y a aucune existence de notre histoire, de nos réalisations, de nos découvertes, de nos talents. Ils ont qualifié nos savoirs de sauvages, nos médecines de sorcellerie et nos systèmes d'épargne communautaire d'archaïques. Le grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop, dans son livre révolutionnaire Nation nègre et culture, a démontré scientifiquement comment l'historiographie occidentale a falsifié l'histoire de l'Afrique pour ancrer un complexe d'infériorité dans l'esprit des colonisés. C'est le pire des mondes africains, vu qu'il n'est écrit nulle part dans les livres scolaires que nous avons créés, découvert de nombreuses choses, vu que notre intelligence n'est pas du tout mise en avant. Beaucoup parmi nous souffrent de ce complexe d'infériorité. Et même lorsqu'on se retrouve en face des Occidentaux, on se dit que nous avons besoin de fournir davantage d'efforts pour atteindre leur niveau. C'est ainsi que nous nous retrouvons à nous battre corps et âme pour des choses qui nous reviennent naturellement. Nous fournissons toujours plus d'efforts tout le temps car on ne connaît pas notre valeur. La fierté des réalisations faites par nos ancêtres a été effacée de notre histoire afin que nous demeurions une race dominée. Pire encore, à cause des accords de coopération post-coloniaux et la sélection des éditeurs scolaires, tout est resté calqué sur le modèle occidental. Pour eux, c'était impossible d'apprendre à un enfant africain que ses ancêtres Bamileke, Yoruba ou Ashanti maîtrisaient la macroéconomie et la gestion des stocks bien avant l'Europe. Ce serait lui donner les clés de son émancipation. Le système a donc préféré maintenir l'amnésie. Nos livres scolaires nous apprennent comment fonctionne la Banque centrale européenne, mais pas comment nos parents ont bâti des empires commerciaux par solidarité et grâce aux tontines. Même plus tard, dans les universités, dans les écoles de commerce de nos pays, tout est calqué sur le modèle occidental. Pour renforcer davantage, pour enfoncer davantage le clou dans cette plaie, cette amnésie s'est faite par une âme encore beaucoup plus subtile, la langue. Pourquoi les enseignements ne se font-ils plus, comme jadis, en langue locale? Comprenez bien une chose, la langue n'est pas une suite de mots pour communiquer. C'est le véhicule d'une culture, d'une philosophie, d'une structure mentale. Quand on supprime la langue d'un peuple à l'école, on coupe le fil de sa pensée. L'écrivain kényan Thiongo, dans son chef-d'œuvre Décoloniser l'esprit, explique que le contrôle linguistique a été l'aspect le plus destructeur de la colonisation. Il raconte comment, lorsqu'il était enfant, les élèves pris à parler leur langue maternelle à l'école étaient humiliés, fouettés ou devaient porter un panneau de honte. Le but de cette manœuvre était d'associer nos langues à la pauvreté et à l'arriération et la langue du colonisateur au succès et à l'intelligence. Est-ce que vous voyez un peu l'esprit? Moi-même, plusieurs fois en grandissant, j'ai eu honte de m'exprimer dans ma langue maternelle en public. C'est-à-dire, c'est dire à quel point le mal est profond. Si vous avez appris à parler plusieurs langues étrangères, alors vous comprendrez exactement que le fait de parler une langue signifie réfléchir comme les personnes qui parlent cette langue. Au moment des indépendances, face au défi de réunir des ethnies différentes au sein de frontières artificielles, nos dirigeants ont choisi la solution de facilité, c'est-à-dire garder les langues coloniales telles que le français, l'anglais, etc., comme langue d'unité nationale. Aujourd'hui, je me demande encore si c'était vraiment leur choix. Ou alors, si le leur avait été imposé. Ça, c'est un autre sujet à étudier. Le prix de ce choix a été lourd et on le paye encore aujourd'hui. En forçant un enfant à conceptualiser les mathématiques, les sciences ou l'économie dans une langue qui n'est pas celle de son quotidien familial, on crée une rupture cognitive, on bloque son génie créatif. Comment voulez-vous qu'un jeune
intègrent la notion de tontine ou de Ubuntu à l'école si ces concepts n'ont pas de source directe dans les manuels français ou anglais. Nous pensons avec les mots des autres, c'est pour cela que nous résolvons les problèmes des autres et pas les nôtres. Regardez la Chine et les pays d'Asie, même les pays européens, aucun parmi eux n'étudie en la langue de notre pays. Le chinois étudie en chinois et même toi, l'étranger qui va étudier en Chine, tu étudies en chinois, l'allemand étudie en allemand, etc. Toutes les langues étrangères viennent en second plan, juste pour la culture. Mais par contre, chez nous, en Afrique, c'est totalement le contraire. Les langues étrangères occupent le premier plan et les nôtres se retrouvent rangées au placard. Arrivé à ce stade, beaucoup parmi vous pourraient se poser une question qui est tout à fait légitime. Si nos ancêtres étaient si intelligents, si disciplinés, si ancrés, pourquoi ont-ils perdu cette bataille? Pourquoi n'ont-ils pas pu vaincre ce système? Pour répondre à cette question et voir un peu plus clair, il faut regarder l'histoire sans naïveté, mais avec beaucoup de lucidité. Nos aïeux n'ont pas démérité, ils se sont battus. Les résistances ont été héroïques partout sur le continent. Mais ils ont fait face à deux principaux facteurs destructeurs. Le premier, c'est la ruse juridique et diplomatique. Les puissances coloniales sont souvent arrivées avec des traités dits de protection ou de commerce pacifique. Nos rois et chefs qui accordaient une valeur sacrée à la parole donnée ont signé des papiers dont ils ne comprenaient pas les pièges sémantiques. Ils pensaient partager l'usage de la terre comme ils ont eu l'habitude de le faire, alors qu'en effet, ils signaient son aliénation définitive. Le second facteur le plus douloureux, ce sont nos divisions internes. Les colonisateurs ont appliqué à la perfection la règle d'or, diviser pour mieux régner. Ils ont utilisé les rivalités qui existaient entre les chefferies, entre ethnies ou entre royaumes. Ils les ont armés les uns contre les autres et nos aïeux n'ont vu que trop tard que l'ennemi qui arrivait n'attaquait pas une ethnie mais tout un continent. En l'absence d'une union sacrée et globale à l'échelle du continent, les royaumes sont tombés les uns après les autres comme des dominos. Aujourd'hui, c'est notre tour de nous battre, pour nous et pour notre continent. Si nos ancêtres n'ont pas pu vaincre ce système par les armes à l'époque, ils nous ont laissé un héritage immatériel intact, notre culture, notre endurance et nos structures de solidarité. Aujourd'hui, en 2026, notre combat est culturel, il est éducatif, il est psychologique. Comprendre notre histoire, ce n'est pas pleurer sur le passé, c'est réaliser pourquoi le développement personnel classique ne nous suffit pas. Vous ne pouvez pas vous développer en ignorant qui vous êtes, en continuant à douter de vous. Le réapprentissage de notre identité est le plus grand acte de résistance et de construction financière que nous pouvons poser aujourd'hui. Je veux que cette vidéo soit le point de départ d'une prise de conscience collective. Dites-moi dans les commentaires, saviez-vous comment s'était opérée cette rupture dans la gestion de nos ressources? Pensez-vous qu'il soit temps d'introduire nos langues locales, nos modèles économiques comme la tontine dans nos écoles? Discutons-en. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et partagez cette vidéo à ceux de votre entourage qui ont besoin d'entendre ces vérités. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble.